cours de mon cursus universitaire, j'ai eu des cours sur l'autisme et théoriquement ça m'avait énormément plu. Je me suis très vite intéressée à ce sujet et je voulais en fait concrétiser théoriquement cette appétence en allant sur la pratique et voir si ça me correspondait. Tout de suite j'ai vu que c'était un domaine qui me passionnait. Donc j'ai effectué mes stages de master dans des services spécialisés pour les personnes TSA. C'est vraiment au cours de mes stages, je me suis rendu compte que pas mal d'accompagnements en fait relevaient de cette question-là, mais sous différentes manières et différentes formes. Donc progressivement, je me suis intéressée à cette thématique et je me suis très vite rendu compte des limites au niveau institutionnel, au niveau professionnel, au niveau des outils qui pouvaient être proposés également. Donc j'ai vu l'ampleur en fait, du travail qu'il y avait à fournir sur cette problématique-là. Progressivement, je me suis formée pour justement essayer de répondre à ce droit qui est commun à tous, l'éducation à la santé sexuelle. Et on voit vraiment qu'il y a une dissonance entre ce qui est du droit commun et ce qui est appliqué sur le terrain. Il y a peu de formation sur l'éducation à la santé sexuelle, c'est-à-dire que moi j'en ai effectué une qui était de 14 heures, ce qui est très peu par rapport à l'ampleur des thématiques qu'on peut aborder sur l'éducation à la santé sexuelle. Il y a également en fait peu de livres sur cette question, peu de recherches, donc ça a été assez compliqué de trouver les éléments et les informations pour se former. Donc c'est un CESAD, c'est un service où tout simplement on va dans les lieux de vie des personnes. Donc ça peut être l'école, ça peut être le domicile, ça peut être les lieux de loisirs. Je pense qu'on est vraiment sur un accueil mutuel entre deux personnes et où elles m'accueillent en tant que personne non autiste avec mes particularités et mon fonctionnement. On peut très bien travailler sur les habiletés conversationnelles. Donc je vais avoir des supports par des livres, par des exercices qu'on peut faire. Et puis bien évidemment, je vais proposer aux éducateurs de reprendre ce qu'on a vu théoriquement sur le terrain pour qu'ils puissent en fait mettre en application ce qu'on a appris. Tout ce qui va être infection sexuellement transmissible, la parentalité, les relations amoureuses, les relations affectives, les émotions, le consentement, les rendez-vous médicaux, contraception. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder dans l'éducation à la santé sexuelle que c'est compliqué de pouvoir vous donner une séance type. Sachant qu'en plus, ça va vraiment répondre aux besoins de la personne. Donc, on fait vraiment en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle a besoin. Peu de professionnels sont formés, donc proposer une orientation, ça va être un petit peu complexe. Après, il y a évidemment des sexologues qui existent, des psychologues, des éducateurs spécialisés qui peuvent traiter de ce sujet-là. Mais encore une fois, il faut que ces personnes soient formées pour pouvoir justement enseigner l'éducation à la santé sexuelle, parce que l'éducation à la santé sexuelle, même si on peut trouver des trames dans les revues scientifiques pour avoir un fil conducteur sur cette éducation-là, c'est aux professionnels d'approfondir chaque thématique, mais également d'avoir un regard fin et une analyse fine sur le besoin et le droit d'accompagnement de cette personne pour lui proposer des objectifs précis et un accompagnement qui correspond à son profil et à où il en est au niveau développemental. Ce serait intéressant de pouvoir proposer des programmes de formation avec des jeux de rôle, des speed dating, ce genre de choses pour vraiment qu'ils puissent expérimenter la relation à l'autre, les relations interpersonnelles, les codes sociaux, toutes ces choses-là qu'ils auront peut-être vues théoriquement, mais qu'ils devront mettre en application. Et justement, il y a une série qui existe qui justement met en lumière toutes ces difficultés-là. Ça s'appelle « Histoire d'amour et d'autisme ». Il faut savoir que concevoir qu'une personne en situation de handicap puisse avoir une sexualité, des désirs, une envie de vie affective et sexuelle est extrêmement compliqué dans notre société actuelle. En fait, c'est souvent des personnes qui sont vues comme asexuées. Et ça, que ce soit au niveau des familles ou que ce soit au niveau des institutions. Le but,
devant tout ça, c'est vraiment d'accompagner la société à réaliser que les personnes en situation de handicap sont comme nous, c'est-à-dire qu'elles ont des ressentis, des expériences et qu'elles vont également évoluer au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau de leurs relations affectives, relations sociales. Et tout ça va créer certaines choses et bouger certaines choses au niveau développemental et au niveau de leur parcours de vie. Patrick Éluard suggère qu'il y a 3 niveaux, 3 degrés de sexualité. La première étant la sensorialité, un degré qui est commun à tous les êtres humains, que ce soit au niveau du fœtus, que ce soit au niveau de l'enfant, de l'adolescent, de la personne adulte ou de la personne âgée. On ressent des choses avec notre corps, que ce soit le mouillé, le dur, le sucré, le salé, le chaud, le froid. Ensuite, il y a le second niveau, la sensualité, l'expérience des sensations corporelles et aussi l'intention d'aller rechercher ce plaisir sensoriel. Et donc le troisième et le dernier degré, qui est l'érotisme. On est vraiment sur la sollicitation de compétences socio-cognitives, être dans la relation à l'autre et avoir l'envie, mais également les compétences de pouvoir solliciter l'autre avec un comportement verbal ou non verbal et montrer qu'on est attiré par l'autre, qu'on désire l'autre, qu'on veut partager en fait une relation avec cette personne. Le premier niveau est commun à tous, le second niveau peut être compliqué, déjà pour certaines personnes en situation de handicap, et dans l'autisme c'est d'autant plus compliqué d'accéder au troisième niveau parce qu'effectivement il y a un déficit dans les relations sociales. Les recherches ont montré que 16 à 25% des personnes TSA ont été victimes d'abus sexuels, ce qui montre bien que c'est une population qui est à risque et qui nécessite justement d'être accompagnée sur ce plan-là pour pouvoir tout simplement arriver à repérer les signaux d'un comportement qui n'est pas approprié ou qui n'est pas adapté d'un potentiel agresseur sexuel. Et c'est vraiment ce déficit dans la communication et des signaux sociaux qui rend la population TSA plus vulnérable que la moyenne. Ces abus sexuels ont des lourdes conséquences auprès des victimes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent avoir des comportements d'automutilation, des comportements de fuite, des dépressions, de l'anxiété, et elles vont être également plus sujettes à être hospitalisées en milieu psychiatrique. Pour les personnes atteintes de TSA, il y a souvent une incompréhension des changements physiologiques qui peuvent arriver à la puberté, et ça peut également être source d'anxiété. D'où, encore une fois, l'importance de l'éducation à la santé sexuelle pour qu'ils puissent avoir les connaissances nécessaires pour comprendre tous ces changements physiologiques et pubertaires et réduire l'anxiété. La santé sexuelle et la sexualité humaine, ça prend généralement par 3 canaux: les parents, les amis et les enseignants. Dans l'autisme, déjà le canal amical est réduit de par les difficultés dans les relations sociales. Donc déjà, ça réduit leur connaissance et l'accès à l'information sur la sexualité humaine. Ensuite, il y a donc le canal des parents. Certains parents ont des difficultés à projeter la sexualité, les désirs et la volonté d'une vie affective et sexuelle de leur enfant qui est en situation de handicap. Donc il ne reste plus que les enseignants, et les enseignants peuvent donc aborder cette question à l'éducation à la santé sexuelle qui est essentielle pour que ces personnes puissent avoir accès aux informations et aux connaissances sur le sujet. Je ne suis pas certaine que ce qui est proposé par l'éducation nationale puisse convenir aux personnes TSA, sachant qu'elles ont des besoins spécifiques et leurs particularités, alors que cet enseignement est fait pour les non-autistes. Donc on peut justement accompagner, nous en tant que psychologues, ergothérapeutes, sexologues, éducateurs spécialisés. Chaque professionnel peut apporter sur cette éducation à la santé sexuelle si elle est formée. Je suis plutôt optimiste par rapport à l'avenir parce que les recherches dans l'autisme avancent et perdurent.
Et puis la question de l'éducation à la santé sexuelle commence à émerger au niveau sociétal, notamment avec la rédaction des stratégies nationales de santé sexuelle qui a été rédigée en 2017. Maintenant, effectivement, il y a encore peu de recherches sur l'autisme et l'éducation à la santé sexuelle. Il y a peu de programmes qui existent pour justement accompagner ces personnes. L'idéal, ça serait de créer un programme qui allie connaissance et pratique, être sur une psychoéducation accompagnée de l'expérimentation sur le terrain. Je pense que ça serait essentiel. Et aussi de se pencher sur la question de l'éducation à la masturbation pour les personnes autistes qui sont non-verbales et qui ne sont pas en fait au 3e degré comme Patrick Éluard pouvait l'évoquer. Et on tendrait vers un bien-être et un accès à ce droit commun dont on parle.